Le début de règne de Charles VII est pour le moins compliqué. La France est toujours pour moitié occupée par l'envahisseur anglais, la guerre civile continue à faire rage, et le Valois a vu le gros de ses forces détruites sous les murs de Cravant. Si la bataille de la Brossinière a permis de redonner du baume au cœur à ses partisans, la situation reste critique. Cependant, et on doit bien lui reconnaître ça, Charles VII ne désarme pas. À la fin de l'année 1423, après avoir réformé son armée en profondeur, il rassemble ses troupes et prépare une expédition qu'il espère mènera à la reconquête du royaume. À la conquête de l'histoire. Bataille de Verneuil. Un second Azincourt. On l'a vu dans l'épisode précédent, la bataille de Cravant a porté un coup dur à l'armée de Charles VII et à ses alliés écossais. Connaissant la valeur des soldats écossais, le Valois fait de nouveau marcher l'Old Alliance et recrute de nouvelles troupes avec l'aide de John Stuart, comte de Buchan, qui vient d'être fait connétable de France, et du comte Archibald Douglas, un guerrier chevronné qui ne rechigne jamais à combattre son ennemi naturel, l'anglais. Au début de l'été, Charles VII peut donc commencer à assembler son armée, pour cette expédition en Normandie qui s'annonce d'être d'une importance majeure. Les Écossais, qui sont 6000, dont 2 tiers d'archers, se placent sous le commandement de John Stuart et du comte de Douglas. Il est important de noter que ces Écossais, qui viennent pour la grande majorité tout juste de poser le pied en France, sont largement inexpérimentés, contrairement à leurs compatriotes qui sont morts sous les murs de Cravant. Cependant, dans l'état-major de Charles VII, on ne s'inquiète pas de ça et on voit surtout l'avantage que les Écossais peuvent apporter. Plusieurs milliers d'archers qui rivaliseront enfin avec les Anglais dans le domaine du tir à distance. Aux Écossais, il faut ajouter les mercenaires lombards recrutés par les Français. Il y a environ 700 cavaliers lourds lombards, accompagnés de leurs écuyers et de quelques hommes d'armes pour un total d'environ 2000 Italiens, dirigés par un capitaine mercenaire, le Borgne Caqueran. 2000 mercenaires supplémentaires recrutés en Espagne, des hommes d'armes à pied ont également été recrutés. Le reste de l'armée est composé d'environ 5000 Français. Les troupes d'Anjou, du Maine et de Normandie, qui forment les troupes les plus expérimentées et les plus rompues au combat, sont dirigées par Jean d'Harcourt, récent vainqueur des Anglais à la Brossinière. Le comte de Narbonne, le comte de Ventadour et le duc d'Alençon commandent le reste des hommes qui viennent de toutes les régions fidèles aux Valois, Dauphiné, Auvergne, Limousin, Languedoc et Bretagne. Charles VII semble donc avoir à sa disposition une armée équilibrée et relativement expérimentée. Son plus gros problème, qui est récurrent du côté français depuis près d'un siècle, c'est le commandement. Théoriquement, Jean d'Harcourt, combattant aguerri et émérite, qui plus est auréolé de ses récents succès face aux Anglais, a le commandement de l'armée. Cependant, le comte de Douglas, conscient de l'importance de ses troupes dans le dispositif, entend bien avoir son mot à dire dans la direction des opérations, et n'aura de cesse de contredire les ordres d'Harcourt. Même chose pour les autres grands nobles de l'armée, qui comptent bien faire valoir leur opinion le moment du combat venu. À ces problèmes de commandement, il faut ajouter d'évidents soucis de communication, puisque pas moins de 7 langues différentes sont parlées dans l'armée. La langue d'Oïl, la langue d'Oc, l'italien, l'espagnol, le scot, le gaélique et le breton. Cette diversité de langues ne pose pas de gros problèmes parmi les chefs de l'armée qui parlent sans doute tous le français. En revanche, parmi les hommes, au cœur de la bataille, la communication allait se révéler très compliquée. Sachant une attaque sur la Normandie imminente, les Anglais rassemblent eux aussi une armée pendant l'été 1424. Ils pourront compter sur environ 10 000 hommes, principalement des hommes d'armes et des archers, comme c'est le cas depuis des décennies chez les Anglais. Certains viennent tout juste d'arriver d'Angleterre via Calais, d'autres sont postés en Normandie ou en Île-de-France depuis des années et combattent régulièrement.
L'essentiel des troupes sont des Anglais et des Gallois, mais on compte aussi quelques seigneurs normands et un bon contingent de Bourguignons dirigés par le seigneur de l'île d'Adam, parmi l'armée rassemblée sous les drapeaux du roi d'Angleterre. Ce sont donc des hommes très expérimentés et aguerris. Mais leur force réside dans leur commandant. Ici, il n'y a pas de question à se poser sur l'identité du chef, puisque Bedford, le régent du royaume, a pris la responsabilité de se placer à la tête de l'armée. Son second est le comte de Salisbury, sans doute l'un des capitaines les plus valeureux et compétents de son époque. De chaque côté, on semble fin prêt pour la campagne de 1424. L'armée de Charles VII quitte Tours le 6 août et prend la direction d'Ivry, qui est assiégée par le comte de Suffolk. Il a été convenu entre les Anglais et les défenseurs d'Ivry qu'en absence de renfort, la ville se rendrait le 15 août. Le temps presse donc. La cavalerie lombarde est-elle en retard? Occupée dans le sud de la France, elle arrive à Tours une semaine après le départ du reste des forces françaises et devra voyager à marche forcée pour rejoindre l'armée de Charles VII. Les Anglais quittent eux l'île Adam, puis se dirigent ensuite vers Ivry en passant par Évreux. Ils arrivent sur place le soir du 14 août et commencent à se préparer pour le combat qui s'annonce. Au matin du 15 août, les Anglais sont prêts. Ils attendent de pied ferme les Français. Quand Jean d'Harcourt arrive devant Ivry, il réalise rapidement qu'il se trouve dans une situation désavantageuse. Les Anglais ont fortifié leur position et il y a peu d'espace devant les murs de la ville, ce qui interdit aux Français de profiter de leur avantage numérique. De plus, la cavalerie lombarde n'a toujours pas rattrapé son retard. Jean d'Harcourt choisit donc intelligemment de ne pas livrer bataille et de sacrifier Ivry. Tandis que les Français s'éloignent, les Anglais restent sur place pour s'assurer de la reddition de la place forte. L'armée française poursuit ensuite sa route vers le nord à la recherche d'un terrain plus favorable pour livrer bataille. Ils se retrouvent un peu plus tard dans la journée du 15 devant la petite ville fortifiée de Verneuil, qu'ils parviennent à prendre aux Anglais, non pas par la force, mais par la ruse. Des héros sont envoyés pour informer la garnison de Verneuil que l'armée franco-écossaise avait battu le régent devant Ivry. Pour le prouver, des prisonniers anglais sont promenés sous les murs de la ville. Ce sont en fait des Écossais qu'on a couverts de sang et qui paraissent suffisamment anglais aux défenseurs pour que ceux-ci abandonnent la ville aux Français, sans combattre. Au soir du 15 août, Jean d'Harcourt a toutes les raisons d'être satisfait. Il a évité un combat à son désavantage devant Ivry, il a pris Verneuil et se trouve désormais sur un terrain qui lui est favorable, où il peut attendre Bedford de pied ferme. Et si celui-ci ne se présente pas pour se battre, les Français pourront pénétrer au cœur de la Normandie anglaise et mettre en péril la présence des envahisseurs sur le continent. La nouvelle de la perte de Verneuil rend Bedford furieux. Dès le lendemain, il envoie Suffolk avec une petite force pour surveiller les intentions des Français. Mais plus grave encore pour le régent, certains Normands de son armée désertent et rejoignent l'armée française à Verneuil, ce qui montre la fragilité de l'emprise anglaise sur le duché de Normandie, qui a pourtant été mis en coupe réglée depuis bientôt 10 ans. Les Anglais sont des envahisseurs, et quoi qu'il se passe, c'est ainsi qu'ils sont vus par la majorité de la population française. Plus surprenant en revanche, Bedford congédie le seigneur de l'île Adam et ses bourguignons. Il les envoie poser le siège devant Nesle en Picardie. C'est une décision qui laisse perplexe. Bedford se sent en infériorité numérique, mais il semble malgré tout prêt à se passer d'une partie de ses meilleures troupes. La seule explication semble être la peur d'une nouvelle trahison. Surtout que les Bourguignons sont à ce moment même en pleine négociation avec Charles VII pour s'accorder sur une abstinence de guerre à leurs frontières communes. Bedford n'a donc plus qu'environ 9000 hommes quand il prend la direction de Verneuil le 16 août. À la mi-journée du 17, les Anglais sortent de la forêt de Piseux et trouvent face à eux l'armée française en formation, à peine 2 kilomètres. Les pourparlers habituels s'engagent avant la bataille. En fait de discussion, ce sont des invectives qui sont échangées, surtout entre les Anglais et les Écossais. Bedford et Douglas ne sont pas loin de dégainer leurs épées, mais ils s'accordent au moins sur une chose,
Pas de quartier entre eux. Douglas ordonne à ses hommes de ne faire aucun prisonnier anglais, et Bedford ordonne la même chose à propos des Écossais. La bataille à venir promet d'être sanglante. Au début de l'après-midi, Bedford met ses hommes en place et utilise le déploiement classique des Anglais. Plusieurs rangs d'hommes d'armes à pied au centre du dispositif. La droite est dirigée par le régent, tandis que la gauche est dirigée par Salisbury. Devant eux, une fine ligne d'archers, et sur chaque aile le gros des archers anglais et gallois répartis sur plusieurs rangs. Puisque le champ de bataille est ici, contrairement à Azincourt, complètement ouvert, sans forêt pour protéger ses flancs, Bedford se voit obligé de s'organiser pour se protéger d'un éventuel encerclement. Les chariots transportant les bagages de l'armée sont organisés de façon à former une citadelle, dans laquelle sont postés 500 archers, chargés de les protéger. En plus de ça, tous les chevaux de l'armée, ceux des soldats mais aussi les chevaux de trait, sont attachés les uns aux autres pour former 2 arcs de cercle d'environ 2 km chacun de part et d'autre des bagages, protégeant ainsi les Anglais d'une attaque sur leurs arrières et sur leurs flancs. En face, les Français s'organisent de manière différente de d'habitude. Les hommes d'armes écossais qui forment une armée dans l'armée sont situés sur la droite du dispositif, et à leur droite sont placés leurs archers, qui font donc face aux archers anglo-gallois. Le comte de Narbonne commande lui le centre du dispositif, tandis que la gauche des forces françaises est commandée par Jean d'Harcourt. Devant les troupes de Narbonne et Harcourt est placée la cavalerie lourde lombarde de Caqueran, tandis que tout à droite du dispositif, largement excentrée, se trouve la cavalerie française menée par Pothon de Saintrailles et le baron de Coulons. Ils ont pour mission de flanquer l'armée anglaise. Comme à Azincourt, les Anglais prennent la décision de s'avancer vers l'armée française jusqu'à ce qu'ils se trouvent à portée de tir. Les archers anglais placent leurs pieux de défense dans le sol devant eux et commencent à décocher des flèches. Un duel d'archerie s'engage alors entre les archers anglais et écossais. De part et d'autre, les flèches volent, toujours plus nombreuses dans le ciel. Les morts s'accumulent, mais les Anglais semblent prendre l'avantage. La cavalerie lourde lombarde s'élance alors. Une armure épaisse protège à la fois les combattants et leurs montures des flèches anglaises. Les pieux anglais, mal fixés à cause de la dureté du sol desséché par la chaleur estivale, les Lombards percutent les archers de la droite anglaise, ainsi que l'aile droite des hommes d'armes de Bedford. Le choc est brutal. Les hommes d'armes anglais mordent la poussière, les archers subissent également de lourdes pertes et sont dispersés. Mais au lieu de se reformer sur l'arrière anglais et relancer une charge comme c'est l'usage, et comme le plan de bataille le prévoyait, les Lombards foncent tout droit vers les bagages anglais. Ils massacrent les gardes et entreprennent de piller le chariot. Ce manque de discipline de la part des cavaliers italiens sera crucial pour le dénouement de la bataille. Pendant ce temps-là, la cavalerie française de l'aile droite, en voulant prendre à revers les Anglais, se retrouve de l'autre côté de la ligne de chevaux, et ne peut par conséquent pas charger. En plus de ça, ils se trouvent sous le feu des archers de l'aile gauche anglaise qui se sont déplacés pour les accueillir de leurs flèches. Ils sont bloqués et n'auront aucun rôle sur le dénouement de la bataille. Tout ne se passe donc pas comme prévu pour les commandants français. Malgré tout, ils voient bien que l'infanterie anglaise est désorganisée, et ils veulent en profiter. Il faut charger, et vite. Le comte de Narbonne, avec ses mercenaires espagnols, est le premier à lancer ses hommes au combat, et frappe le centre du dispositif anglais, tandis que le suivant de manière rapprochée, Harcourt se mesure aux hommes de Bedford, et les Écossais de Douglas font face à Salisbury. Trop confiants, les Franco-Écossais s'avancent de manière désorganisée, tandis que les Anglais ont eu le temps de reformer leurs rangs. Un féroce combat au corps à corps s'engage alors. Salisbury est violemment pressé par les Écossais de Douglas, et ses hommes sont sur le point de craquer. Il faut toutes les qualités de meneur du capitaine anglais pour que ce ne soit pas la débandade. Du côté de Bedford,
on se bat également avec acharnement contre les troupes d'Harcourt. Le régent, avec sa hache à 2 mains, donne de sa personne et fait des ravages dans les rangs de l'armée française. Sur la droite de l'armée anglaise, les archers dispersés par la charge lombarde se sont reformés et arrosent désormais les Français de leurs flèches. Puis, à court de munitions, ils se débarrassent de leurs arcs et se jettent sur le flanc des Français avec des coutelas et des haches. C'est leur intervention qui fait tourner la bataille en faveur des Anglais. L'infanterie française commence à perdre pied, les mercenaires espagnols abandonnent le combat et entraînent dans leur fuite plusieurs unités françaises. Les chefs français tentent de remobiliser leurs troupes démoralisées, en montrant l'exemple et en se relançant au cœur de la mêlée. Ils paieront leur courage de leur vie. Les Écossais sont ceux qui tiennent le plus longtemps. Trop longtemps en réalité. Leur résistance permet aux Anglais de les encercler et ces derniers entreprennent de les massacrer. Comme promis avant la bataille, aucun prisonnier écossais n'est fait par les Anglais. C'est un bain de sang. La garnison de Verneuil, qui assiste au carnage depuis ses murailles, n'ouvre pas ses portes aux fuyards, par peur que les Anglais ne se glissent parmi eux. Beaucoup de ses troupes en fuite mourront noyées dans les douves de la ville ou bien massacrées par les Anglais qui se lancent à leur poursuite. Pendant ce temps-là, les cavaliers lombards chargés de butin préfèrent peu prendre la fuite. La bataille est terminée. Finalement, cette bataille est absolument désastreuse pour les Français. Sur les 15 000 hommes engagés, 7 000 sont morts, dont 4 000 Écossais. Tous les chefs de l'armée sont morts. Jean d'Harcourt, le comte de Narbonne, le comte de Douglas et John Stuart, le connétable de France. En face, pour les Anglais, les pertes sont bien moins lourdes. Mais elles sont néanmoins bien plus élevées de ce à quoi ils sont habitués. Ils déplorent en effet 1600 morts dans leur rang. Cette fois-ci, la tactique mise en place n'est pas la cause de la défaite. C'est le manque de discipline et de coordination qui ont ruiné les efforts des chefs français. Les Lombards, tout d'abord, qui au lieu de se concentrer sur le combat ont préféré se remplir les poches. Les mercenaires espagnols sont également en cause. Une fois la bataille sur le point de basculer, ils ont choisi la fuite plutôt que de suivre l'exemple des chefs français. Ces derniers ont montré une attitude irréprochable et ont donné leur vie pour tenter d'inspirer leurs hommes à poursuivre le combat. Le lendemain, la garnison de Verneuil se rend aux Anglais, et le corps du comte de Narbonne, impliqué dans l'assassinat de Jean sans Peur, est écartelé puis pendu aux murailles de la ville. Dans le reste de la Normandie, une fausse rumeur de défaite anglaise pousse la population à prendre les armes et à se rebeller contre le joug anglais. Ces révoltes sont cependant bien vite étouffées par les Anglais dont la victoire totale à Verneuil est rapidement connue de tous. À Bourges, c'est la désolation. Cette bataille, en plus d'être une cuisante défaite pour Charles VII qui perd là un bon nombre de chefs de guerre capables, détruit ses espoirs de reconquête rapide de la Normandie et interdit au roi de France d'envisager des opérations d'envergure pour les années à venir. La défaite de Verneuil, c'est la guerre qui dure 20 ans de plus. Désespéré, Charles VII s'intéressera désormais plus à ses maîtresses qu'à la guerre contre les Anglais. Cependant, aussi amère soit-elle, cette défaite de Verneuil ne met pas directement en danger le royaume de Bourges. Le vrai résultat de la bataille, c'est l'enlisement de la guerre qui, on le voit, ne pourra se terminer que d'une des deux manières suivantes. Soit par l'entrée de Charles VII à Rouen, ou bien par l'entrée d'Henri VI à Toulouse. Or, à l'heure actuelle, aucun des deux n'est capable de mettre en danger le cœur des possessions de l'autre. Chez les Anglais, cette victoire permet néanmoins une chose: mettre la main sur les villes soutenant les Armagnacs situées au nord de la Loire. Nesle et Guise en Picardie, Senonches, Nogent-le-Rotrou situé au sud de Verneuil, puis c'est au tour de Rambouillet et du Mans de tomber sous le joug d'Anglais, mettant ainsi le Maine et l'Anjou en danger. Cette bataille met également fin à l'implication officielle des Écossais dans la guerre de Cent Ans. Désormais, ceux qui viendront se battre pour Charles VII suivront des initiatives individuelles et non plus les ordres du roi d'Écosse Jacques Ier.
Ce dernier entend en effet bien respecter les termes de son traité passé avec les Anglais et ne plus participer au conflit. Finalement, le seul point positif au nord de la Loire, c'est la résistance du Mont-Saint-Michel. Assiégé depuis le 28 septembre 1424, le mont qui n'est défendu que par 200 hommes, quelques habitants motivés et des moines, résiste. Des bateaux anglais occupent la mer et font le blocus du mont. L'île de Tomblaine doit être la base depuis laquelle partira l'assaut final. Le capitaine du Mont-Saint-Michel, un chevalier normand nommé Nicolas Peynel, sait qu'il peut jouer la montre. En effet, les murailles sont infranchissables. Et une petite flotte de barques, menée par des pêcheurs du mont, mais également des ports bretons alentours, vient régulièrement ravitailler les défenseurs, qui peuvent tenir leur position sans trop de soucis. En juin 1425, le duc Jean V de Bretagne réalise que la prise du Mont-Saint-Michel par les Anglais allait sûrement entraîner leur retour dans son duché. Il se décide donc à intervenir. Il est cependant devancé par les marins de Saint-Malo. Le 16 juin 1425, la flotte malouine se lance à l'abordage des navires anglais qui font le blocus du Mont-Saint-Michel. Sur l'île, les défenseurs sont en liesse. Désormais, libres de tout danger, ils sont certains de maintenir le Mont-Saint-Michel dans le giron de Charles VII. Ils tiendront ainsi, ravitaillés par les pêcheurs bretons et normands, jusqu'à l'arrivée d'une armée française en 1444. Symbole de la résistance française aux Anglais, l'archange Saint-Michel sera désormais vu comme le protecteur du royaume des fleurs de lys. En octobre 1425, le duc de Bretagne se rapproche un peu plus de Charles VII, avec qui il signe le traité de Saumur. Loin de vouloir s'impliquer militairement dans les opérations d'envergure, Jean V voit là l'occasion d'accroître son autonomie et de consolider son autorité dans le duché en désignant les Anglais comme des envahisseurs. En effet, surtout dans la partie est du duché, de Langue-Romane est culturellement très proche des autres régions de Languedoc du royaume, on soutient largement Charles VII, et les Anglais sont considérés comme des occupants, des ennemis qu'il faut chasser. On l'a vu avec l'action des marins de Saint-Malo contre le blocus anglais. En se rapprochant du roi de France, le duc s'évite donc des agitations internes dans son duché, et des initiatives personnelles que certains nobles pourraient prendre contre les Lancastres. Cette alliance allait donc ouvrir un nouveau front pour les Anglais, et ils allaient de plus subir le harcèlement constant des corsaires bretons qui frapperont les convois entre l'Angleterre et le continent. D'autre part, le frère du duc de Bretagne, Arthur de Richemont, est un fervent soutien des Armagnacs. Il s'est battu à Azincourt, et depuis la mort de John Stuart à Verneuil, il a été élevé à la dignité de connétable de France. Malgré cette victoire sans appel des Anglais à Verneuil, on semble donc se diriger vers un statu quo. Le royaume de France d'Henri VI, avec pour capitale Rouen, et le royaume de France de Charles VII, avec pour capitale Bourges. Deux royaumes de France, c'est la négation permanente du traité de Troyes, le rappel constant de l'échec des Anglais en France et de leur qualité d'étrangers et d'envahisseurs. Statu quo aggravé par les difficultés que rencontre Bedford. Difficultés qui ne se situent cette fois pas sur le continent, mais en Angleterre. Depuis la mort d'Henri V, on l'a vu, Bedford est le régent du royaume de France pour le compte du jeune Henri VI, tandis que le dernier frère d'Henri V, le duc de Gloucester, a le rôle de gardien du jeune roi d'Angleterre, mais n'a pas le titre de régent. C'est le Conseil royal et le Parlement qui ont la réalité du gouvernement outre-Manche. Gloucester manigance et intrigue en permanence pour tenter de se placer à la tête du royaume. Il s'oppose ainsi au Parlement, mais également à son oncle, Henri Beaufort, l'évêque de Winchester, qui devient chancelier en 1424, et par conséquent l'homme le plus puissant d'Angleterre. En plus de ces intrigues qui divisent la cour d'Angleterre, Gloucester met en danger l'alliance bourguignonne, en s'attaquant aux intérêts de Philippe le Bon en Flandre. Le duc de Bourgogne, qui se désintéresse progressivement du conflit en France,
a désormais pour objectif le Hainaut, le Brabant et la Hollande. Jacqueline de Bavière est alors la femme du duc de Brabant, un homme chétif dont les cours d'Europe spéculent sur la stérilité. Et en cas d'absence d'héritier, le Brabant reviendrait à Philippe le Bon, qui est cousin germain de Jacqueline de Bavière. Ce passage du Hainaut sous le contrôle des Bourguignons est loin de plaire à la noblesse locale, qui voit là un risque d'annexion à la Flandre voisine et rivale. L'entourage de Jacqueline la pousse donc à chercher du soutien à l'étranger. Elle se dirige donc vers l'Angleterre et le duc de Gloucester. Ce dernier courtise la comtesse, alors qu'elle n'est même pas encore veuve, puis parvient à obtenir l'annulation de son mariage avec le duc de Brabant, avant de l'épouser, puis de rassembler une armée pour défendre les terres de sa nouvelle femme. Quand Philippe le Bon apprend le débarquement d'une armée anglaise à Calais fin 1424, il est furieux. Le duc de Bourgogne constitue une armée qui sera rejointe par de nombreux partisans de Charles VII. On l'a vu à plusieurs reprises. Si la guerre civile fait toujours rage en France entre Armagnac et Bourguignon, et que les divisions sont toujours profondes, il arrive de temps en temps que les deux camps se rassemblent pour faire face à un ennemi commun. Ennemi commun qui est souvent anglais. D'ailleurs, Potho de Saintrailles et La Hire, fidèles capitaines de Charles VII, futurs compagnons de Jeanne d'Arc, qui combattent les hommes de Philippe le Bon depuis des années, se trouvent eux aussi sous les étendards bourguignons. On n'est pas loin d'assister à un renversement d'alliance qui serait fatal à la présence anglaise sur le continent. Bedford est obligé d'intervenir avant que la situation ne s'envenime trop, et ordonne à son frère d'arrêter son expédition. De toute manière, l'armée anglaise de Gloucester piétine, et n'a obtenu aucun succès face aux Bourguignons. De plus, il semble s'être lassé de sa nouvelle épouse, et il quitte le continent pour rejoindre l'Angleterre avec dans ses bagages une nouvelle maîtresse. L'armée du duc de Bourgogne écrasera définitivement les troupes de la comtesse de Hainaut, soutenues par les Anglais lors de la bataille de Brauswershaven. Philippe de Bourgogne se place donc comme héritier, et sécurisera définitivement l'annexion du Brabant, du Hainaut et de la Hollande à ses possessions en 1428. En décembre 1425, Bedford est obligé de rentrer en Angleterre pour remettre son frère, qui est désormais en conflit ouvert avec le Parlement et l'évêque de Winchester, dans le droit chemin. S'il parvient à rétablir l'ordre sur l'île, Bedford ne parvient en revanche pas à convaincre le Parlement de financer de nouvelles troupes pour ses opérations en France. Le Parlement estime en effet qu'après sa défaite à Verneuil, Charles VII n'est plus une menace, et que Bedford peut très bien obtenir une victoire totale en se finançant via les provinces conquises sur le continent. Les politiciens anglais sont dans l'erreur la plus totale. En effet, si Charles VII ne peut pas organiser d'expédition au nord de la Loire, le fleuve et les places fortes qui lui sont accolées constituent une ligne de défense solide que les Anglais ne peuvent pas franchir vu l'état de leurs forces. De plus, dans tout le nord du royaume, les bandes armagnacs mettent en échec l'autorité du régent et ne désarment pas. Bedford a beau nettoyer le pays à plusieurs reprises, à peine a-t-on chassé les résistants qu'ils réapparaissent un peu plus loin. Bedford réalise que tant qu'il existera un royaume de Bourges, la population n'acceptera jamais la présence anglaise. Pour leur enlever définitivement tout espoir, il faut détruire Charles VII. Et c'est ce que le régent va s'employer à faire une fois rentré en France en mars 1427. Alors qu'un assaut sur la Bretagne est en cours depuis 1426, et que l'armée de Richemont est incapable de mettre un terme à l'incursion anglaise dans le duché, Jean V de Bretagne prend la décision de changer de camp une nouvelle fois, et de soutenir les prétentions d'Henri VI à la couronne de France. L'objectif principal de Bedford reste néanmoins le franchissement de la Loire. Montargis, place forte armagnac située au nord du fleuve, est la première cible choisie par les Anglais. Une armée de 6000 hommes, commandée par le comte de Suffolk et par Richard de Beauchamp, comte de Warwick, est rassemblée et arrive sous les murs de la ville en juillet 1427. Face à eux, Montargis est défendu par une petite garnison, qui n'a aucune intention d'abandonner sa position. Le gouverneur de la ville,
Bouzon de Faye, fait jurer à ses hommes de mourir jusqu'au dernier plutôt que de se rendre. Le siège de Montargis est compliqué pour les Anglais. La rivière qui traverse la ville possède plusieurs bras, ce qui oblige les assiégeants à se séparer en plusieurs camps, l'un sous la direction de John de la Pole, l'autre sous le commandement d'Henri de Bizet, et le dernier dirigé par Warwick. De plus, les habitants de la cité ont détruit les digues canalisant la rivière, ce qui a inondé les alentours. Connaissant l'importance de Montargis, Charles VII décide d'envoyer une armée de secours, commandée par le bâtard d'Orléans. Ce dernier, qui sera connu plus tard sous le nom de comte de Dunois, est un fils illégitime de Louis d'Orléans, et depuis que Charles d'Orléans est prisonnier en Angleterre, c'est le seul à pouvoir défendre les intérêts de sa famille. À la tête de 1600 hommes et accompagné de capitaines de grande valeur, comme La Hire et Pothon de Xaintrailles, le bâtard d'Orléans passe à l'attaque dès qu'il arrive à Montargis. La Hire charge à la tête de ses cavaliers. C'est le campement de John de la Pole qui est attaqué en premier. Ses hommes sont dispersés, désorganisés, et le capitaine anglais est capturé. Le second camp, celui commandé par Bizet, subit ensuite l'assaut français. Il est bien plus préparé et oppose une résistance. Voyant qu'il ne peut pas repousser les forces françaises, il tente de contenir l'assaut tout en battant en retraite vers le camp de Warwick. Cependant, le pont qu'il doit traverser s'effondre sous le poids de ses hommes. Beaucoup meurent noyés. Les autres sont soit capturés, soit tués. Le siège de Montargis est brisé. Warwick et Suffolk rassemblent tant bien que mal les fuyards et décampent vers Nemours puis Paris. Les Anglais ont perdu le tiers de leurs forces et ont dû abandonner sur place leurs canons. Même si c'est une bataille de petite envergure, cette victoire totale redonne du baume au cœur aux partisans de Charles VII. D'autant que dans le même temps, dans le Maine, une large force anglaise est prise en embuscade et détruite par les Français. Cependant, une fois de plus, faute d'effectifs suffisants, ces victoires ne sont pas suivies de gains territoriaux majeurs. L'année suivante, les habitants du Mans se révoltent contre les Anglais et ouvrent les portes de la ville à La Hire. La garnison anglaise est réfugiée dans le château pendant qu'une petite armée de secours menée par John Talbot marche vers la ville. Les Français, qui sont concentrés sur le siège du château, ne voient pas Talbot et ses hommes arriver, et sont totalement pris par surprise. Tandis qu'une partie de la troupe de La Hire parvient à s'échapper, le Mans est reprise et les Anglais renforcent leur emprise sur la région. Petit à petit, les Anglais grappillent les possessions armagnaques au nord de la Loire. Mais les insurrections sont incessantes, et des bandes fidèles à Charles VII refont leur apparition dès qu'on pense en avoir terminé avec elles. La seule solution pour eux, c'est de se débarrasser du roi de Bourges. Et pour ça, un objectif est crucial, le franchissement de la Loire. Angers et Orléans sont les deux plus grosses places sur le fleuve. Chacune possède un large pont de pierre, capable de faire passer une armée dans les possessions de Charles VII pour enfin en terminer avec celui qu'ils appellent le Dauphin. À l'été 1428, une nouvelle armée anglaise commandée par Salisbury traverse la Manche, complète ses effectifs à Calais, puis prend la direction d'Orléans. Dans les deux camps, on se prépare pour ce siège crucial pour la suite de la guerre. Siège qui s'annonce pour le moins difficile.